Pourquoi un ouvrage à propos de la Grande Guerre alors qu'il existe déjà une historiographie pléthorique à ce sujet? Et, deuxième question, pourquoi parler plus spécifiquement de l'année 1916? À la première question, on peut répondre que nous sommes aujourd'hui en mesure de porter un regard nouveau sur cette période. Un événement majeur y contribue. Le centenaire de 14-18. Pendant 4 ans, de nombreux pays ont accompli un effort mémoriel d'une intensité exceptionnelle qui s'est traduit notamment par une véritable révolution concernant les sources historiques. Il y a eu tout d'abord un apport massif de documents qui étaient jusqu'ici conservés dans des sphères privées. Ensuite, des pays dont la France ont fait le choix de numériser les sources militaires les plus importantes ainsi que les principaux organes de presse. Ce qui était inaccessible car dispersé dans des milliers de cartons alignés sur des kilomètres de linéaires d'archives devient maintenant disponible dans l'instant et avec une précision remarquable. Nous découvrons aujourd'hui des documents inédits qui donnent aux principaux épisodes de cette guerre un éclairage nouveau. C'est particulièrement vrai pour l'année 1916, d'où le sujet de cet ouvrage. Tous les historiens s'accordent pour dire que 1916 marque un tournant dans ce conflit. Mais beaucoup d'entre eux le justifient par le seul fait que cette année-là se sont déroulées les batailles de Verdun et de la Somme. Or, ils ont fait de ces deux événements le résumé métaphorique de 14-18, enracinant dans notre mémoire collective l'image d'une guerre impliquant avant tout Français et Allemands et, dans une moindre mesure, les Anglais. Ce prisme étroit de Verdun ou de la Somme donne l'illusion que les combats se sont essentiellement déroulés en France, le long d'une étroite bande de terrain serpentant de la frontière suisse à la mer du Nord, dans des réseaux de tranchées entourés d'un fouillis de barbelés, le tout formant un univers où aucun concept stratégique ou tactique ne semble avoir d'effet. Tous ces clichés sont remis en cause par ce qui figure dans les sources nouvelles auxquelles nous avons aujourd'hui accès. En premier lieu, elles nous rappellent qu'il s'agissait d'un conflit mettant aux prises 5 empires européens regroupés au sein de 2 coalitions antagonistes. 2 grands empires coloniaux, la France et la Grande-Bretagne, associés à l'Empire russe et formant une alliance que l'on appelle l'Entente. Ils seront rejoints par des États alliés de moindre envergure, Belgique, Serbie, Italie, Portugal et Japon. En face, l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois que l'on appelle les puissances centrales. Ils reçoivent bientôt l'appui de 2 alliés également de moindre envergure, la Turquie puis la Bulgarie. Certains auteurs prétendent que si les combats se sont prolongés pendant 4 ans et s'ils ont été aussi indécis et meurtriers, c'est parce que ces 2 coalitions étaient de nature et de poids similaires. De fait, elles présentent d'importantes différences. L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie parlaient la même langue et avaient une frontière commune, ce qui leur offrait la possibilité de combiner leurs forces. Au contraire, la France, la Grande-Bretagne et la Russie constituaient 3 univers culturels totalement différents et elles étaient séparées par des mers. Sur un plan militaire, les manuels d'histoire insistent sur l'équilibre apparent des forces en présence. Au cours de l'année 1915, par exemple, il décompte 250 divisions et 20 000 canons environ chez les 5 empires. En réalité, les situations sont beaucoup plus contrastées. L'Allemagne est un géant militaire dont les effectifs en 1916 atteignent 170 divisions et dont l'armement, les méthodes, les approvisionnements et la logistique sont au meilleur standard. En particulier, son armée s'est dotée d'une artillerie lourde moderne qui surclasse celle de l'Entente, qui ne comblera son retard qu'en 1917. L'Allemagne dispose également d'un excellent réseau ferroviaire qui lui permet de basculer des troupes d'un front à l'autre en permanence. Toutes les autres armées de terre engagées dans ce conflit présentent d'importantes faiblesses. L'armée autrichienne est moderne, mais elle souffre d'un handicap rédhibitoire. Elle incorpore des soldats issus de 11 nationalités différentes et parlant leur propre langue. Avec une centaine de divisions, l'armée française a atteint le maximum de sa capacité en matière d'effectifs en raison de sa démographie 2 fois plus faible que celle de l'Allemagne. Son artillerie lourde est ancienne, ce qui diminue fortement ses capacités offensives. L'armée britannique, quant à elle, est de taille très réduite. Elle ne recrute que des volontaires, ce qui limite ses possibilités d'extension. L'armée russe manque de tout. Elle est mal organisée et mal commandée.
Les armées des autres alliés au sein des deux coalitions, belges, italiennes, serbes, turques et bulgares, ne peuvent en aucun cas se comparer à celles des cinq empires, ni par la taille, ni par le modernisme. Ces différences fondamentales expliquent les stratégies distinctives qui vont être mises en œuvre par chacune des deux coalitions. Les puissances centrales vont jouer sur leurs deux principaux atouts, l'armée allemande et la continuité de leur ligne de communication. Dans ce contexte, l'armée autrichienne, qui représente un peu moins de la moitié de l'armée allemande, sera chargée de la défensive sur un large demi-cercle face aux Italiens, à la Serbie et aux Russes au sud de la Pologne. Les Allemands seront le fer de lance offensif de la coalition, attaquant alternativement les armées russes puis les armées françaises et anglaises en basculant ses troupes d'est en ouest selon les besoins. La France, l'Angleterre et la Russie dominent dans le domaine naval et celui des ressources. Grâce à la flotte anglaise, l'entente va faire le blocus des puissances centrales en vue de les asphyxier. En parallèle, du fait de sa très nette supériorité en matière démographique, économique, financière et industrielle, l'entente va pousser le développement des armées russes et anglaises en vue de submerger les puissances centrales. Ces deux stratégies se mettent en place en 1915, mais cela ne se fait pas au même rythme. L'entente a besoin de 18 mois pour mettre à niveau les armées russes et anglaises et pour développer une artillerie lourde moderne. Elle ne pourra pas lancer sa grande offensive combinée avant l'été 1916. Les puissances centrales, elles, sont prêtes dès la fin du printemps 1915, après que les Allemands aient créé une quarantaine de divisions supplémentaires, ce qui leur permet d'atteindre un optimum opérationnel. Ils vont être capables à la fois de contenir Français et Anglais sur le front occidental et d'infliger une très lourde défaite aux Russes sur le front de l'Est. Quant aux Autrichiens, outre l'appui qu'ils apportent aux Allemands face à l'Est, ils contiennent sans difficulté les Italiens qui viennent de leur déclarer la guerre en mai 1915 et les Serbes plus au sud. La Turquie, qui a rejoint les puissances centrales le 29 octobre 1914, gêne considérablement les liaisons des Anglais et des Français avec les Russes en bloquant le Bosphore. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la Bulgarie de s'allier aux puissances centrales, ce qui leur permet d'écraser la Serbie et de réaliser une parfaite interconnexion entre alliés au sein de la coalition. Pendant toute l'année 1915, l'Entente a bien tenté de s'opposer à cette stratégie, mais sans succès. Ces armées sont loin d'être au niveau, et il y a ce problème crucial de l'absence de liaison avec la Russie. Il n'existe qu'une seule voie maritime via le port d'Arkhangelsk, bloqué par les glaces la moitié de l'année. Pour aider les Russes, Français et Anglais multiplient les offensives sur le front occidental. Pas moins de 6 grandes opérations en Artois et en Champagne. Leurs soldats vivent dans des conditions dantesques. Face aux Allemands remarquablement bien protégés dans de larges réseaux de tranchées comprenant de nombreux Blaukost, les Alliés subissent des pertes énormes. Ils vont tenter d'ouvrir une autre voie de communication à travers le Bosphore en attaquant la Turquie. Une opération navale est d'abord engagée. Elle échoue. Les Anglais débarquent alors dans la péninsule de Gallipoli. 6 mois plus tard, ils doivent l'abandonner. Au terme de l'année 1915, il faut se rendre à l'évidence. Les puissances centrales ont l'initiative. Elles peuvent espérer la victoire dans cette guerre. En effet, sur le front occidental, l'armée française est dans une situation très difficile. Elle n'arrive plus à combler les pertes qu'elle a subies. Il manque 400 000 hommes par rapport aux effectifs du début de la guerre. La croissance de l'armée anglaise n'est pas suffisante pour établir l'équilibre. Pour le haut commandement allemand, il n'y a pas d'hésitation. Il faut poursuivre l'affaiblissement de l'armée française à un niveau tel que la France n'ait d'autre choix que de signer une paix séparée. Mais il y a urgence. En raison du blocus, l'Allemagne et l'Autriche sont dans une position très critique. Leurs populations n'en peuvent plus. Des émeutes de la faim éclatent partout en Allemagne. D'autre part, chaque jour, les armées anglaises et russes se renforcent. Dans quelques mois, la situation se retournera mécaniquement en faveur de l'entente. Le 21 février débute la bataille de Verdun, conçue par les Allemands pour être le tombeau de l'armée française. 1 millier de canons de gros calibre déversent en quelques heures plus d'1 million d'obus sur les lignes françaises. L'infanterie allemande déferle. Dans les abris défoncés et les tranchées dévastées, ce qui reste des troupes françaises paraît condamné. En 4 jours, les pertes s'élèvent à 25 000 hommes. Tout indique que la stratégie arrêtée par le chef d'état-major allemand, le général von Falkenhayn, va atteindre son but. L'armée française, épuisée par 18 mois de combat, paraît au bord de l'effondrement.
De leur côté, les Autrichiens retiennent sans difficulté les Italiens au sud, ainsi qu'une partie des forces russes à l'est. La Bulgarie encercle un petit corps expéditionnaire franco-anglais bloqué à Salonique et rien n'est tenté par les Alliés face aux Turcs. En Allemagne, l'opinion publique s'enflamme tant la victoire paraît maintenant acquise. Pourtant, cette stratégie va échouer. À Verdun, la résistance française s'organise. Le courage et la détermination des combattants français dépassent toutes les prévisions. Côté allemand, les pertes maintenant s'accumulent. S'ils épuisent l'armée française comme ils l'avaient escompté, les Allemands s'affaiblissent également eux-mêmes alors que les armées britanniques et russes sont en train de se renforcer. Mais surtout, les Autrichiens vont commettre une très grave erreur qui va tout bouleverser. Alors qu'ils devaient rester strictement dans des positions défensives sur tous les fronts, ils décident, contre l'avis des Allemands, de lancer une grande offensive en Italie. La monarchie austro-hongroise a désespérément besoin d'une grande victoire pour se stabiliser alors qu'elle est menacée par les tensions internes de ses minorités nationales. L'idée des Autrichiens est d'attaquer dans les Alpes pour couper plusieurs armées italiennes de leur base arrière et les capturer, ce qui obligerait l'Italie à capituler. Le chef d'état-major autrichien, le général Konrad von Hotzendorf, est tellement assuré de sa victoire qu'il a appelé cette offensive l'expédition punitive. Mais pour la lancer, les Autrichiens doivent préalablement dégarnir leur ligne de défense face aux Russes. Or, du fait de Verdun, les Allemands ont eux-mêmes réduit au strict minimum la densité de leurs troupes à l'est. En décidant cette opération, Hotzendorf a pris un très grand risque. Il a considérablement affaibli le dispositif des puissances centrales au moment même où les Russes se sont renforcés. Les Autrichiens attaquent le 15 mai 1916. Dès les premières heures de l'assaut, c'est un succès. En quelques jours, leurs armées atteignent la plaine du Pô et menacent l'encerclement, le gros des armées italiennes. Mais, sans qu'ils s'en doutent, les Autrichiens vont déclencher la grande offensive de l'Entente. En effet, pour sauver les Italiens, les Alliés décident d'anticiper l'attaque générale et simultanée qu'ils préparent depuis de longs mois. Le 4 juin, sur un front de plus de 300 km au sud des grands marais du Pripyat, c'est l'assaut de 4 armées russes que commande le général Broussilov. Contre toute attente, elles enfoncent les lignes autrichiennes. C'est la stupeur. Rien ne permettait de penser que les Russes seraient prêts à lancer une telle opération et surtout à montrer des qualités tactiques et stratégiques aussi redoutables. Affaiblis du fait des prélèvements effectués à cause de leur opération en Italie, les Autrichiens sont mis en déroute. Leur situation sur le front de l'Est devient tout simplement dramatique. Aucun renfort ne peut leur parvenir. Leurs meilleures divisions sont encore dans les Alpes et il leur faut 3 semaines pour en revenir. Les Allemands sont également piégés. Face aux Russes, leurs lignes sont déjà fortement dégarnies et au moment où le général von Falkenhayn s'apprête à puiser dans ses forces déployées sur le front occidental, 2 armées anglaises et une armée française passent à l'attaque le 1er juillet 1916 sur la Somme. Entre-temps, les Russes ont avancé de 100 km, capturant une masse considérable de prisonniers. 150 000 en 10 jours, 250 000 fin juin. Ces pertes, ajoutées à celles que l'Empire autrichien accumule depuis le début de la guerre, atteignent maintenant un point de non-retour. L'armée impériale est en pleine décomposition. Or, cela se produit au moment même où la Roumanie, convaincue de la victoire des Alliés, entend bien participer au dépeçage de l'Empire austro-hongrois et prépare son entrée en guerre. Quant à la Bulgarie, la tournure prise par les événements lui suggère de renverser ses alliances. Elle se verrait bien rejoindre l'Entente afin d'éviter de faire les frais du futur traité de paix. Dès que l'un ou l'autre de ces 2 pays attaquera, l'Autriche-Hongrie encerclée n'aura d'autre choix que d'arrêter les combats et signer une paix séparée. Sa défection placera l'Allemagne dans une situation impossible. Sa ligne de communication avec les Balkans sera rompue. Coupée des ressources essentielles qui lui étaient fournies par les pays du Sud, affrontant seuls les alliés de l'Entente, elle sera condamnée à brève échéance. Cet ouvrage, La bataille des 5 empires, s'attache à décrire la chronologie des événements qui se produisent au cours de cette période, en insistant sur ces épisodes méconnus de l'historiographie que sont l'opération autrichienne en Italie et la grande victoire du général Broussilov. L'auteur met en perspective ces enchaînements qui conduisent à une victoire inéluctable de l'Entente.
Les Alliés en sont tellement persuadés qu'ils font préparer les conditions d'un armistice qui serait imposé aux puissances centrales, et les différents témoignages des responsables français, anglais et russes de l'époque montrent qu'ils voyaient leur armée entrer dans Vienne avant la fin de l'année. Pourtant, cette victoire n'aura pas lieu. Les Alliés vont commettre une série d'incroyables erreurs stratégiques et diplomatiques au cours de l'été 1916. On peut alors s'étonner que l'historiographie soit pratiquement muette à ce propos. Il existe une première explication. Les dirigeants militaires et politiques ne s'en sont pas vantés dans leurs écrits d'après-guerre. Or, ces ouvrages, en particulier les mémoires qu'ils ont publiés, ont été la source principale sur laquelle s'est fondé le récit de cette période. Contrairement à une idée reçue, les archives historiques ont été très peu utilisées. L'autre explication tient au fait que la majorité des ouvrages consacrés à 1916 ne traitent que de la bataille de Verdun ou de la Somme pour les Anglais, ce qui biaise la vision d'ensemble que nous pouvions avoir de l'année 1916. Quant à l'expédition punitive et à l'offensive Brusilov, elles ont tout simplement disparu des radars de l'histoire dans les décombres de l'Empire austro-hongrois et de la Révolution russe. Parmi les sources nouvelles apparues au cours de ces dernières années figure un fonds d'archives exceptionnel, les papiers personnels du général de Castelnau. Qui est ce personnage ? Pendant toute l'année 1916, c'est le chef d'état-major général, autrement dit le numéro 2 des armées françaises. Contrairement aux autres chefs militaires de cette guerre, il s'est refusé à écrire ses mémoires. Son témoignage est donc aujourd'hui inédit. Il nous permet de découvrir que les alliés de l'entente vont être surpris par l'enchaînement imprévu des événements qui se produit en leur faveur. Ils s'étaient préparés à faire l'effort principal contre les Allemands et sur le front occidental. Or, la victoire se dessine face aux Autrichiens sur le front de l'Est et dans les Balkans. Castelnau dévoile les divergences existant entre Français, Anglais et Russes à propos de l'attitude à adopter vis-à-vis de la Roumanie et de la Bulgarie. De même, à travers les comptes rendus des conseils de défense qu'il rédige, nous découvrons les dysfonctionnements qui affectent les relations entre responsables politiques et militaires français, ainsi que l'influence délétère de certains parlementaires. L'auteur exploite également les informations contenues dans les journaux de cette époque. La numérisation des principaux organes de presse permet en effet de se faire une idée beaucoup plus juste des opinions publiques et du profond désir de paix qui les anime. La bataille des 5 empires ne débouchera pas sur cette paix tant attendue et qui aurait dû survenir au terme de l'année 1916. En raison de l'incapacité des Alliés à concrétiser cette victoire, la guerre va se poursuivre encore pendant 2 ans, en redoublant d'intensité et devenir mondiale. Elle va entraîner la disparition de ces 5 empires. C'est maintenant une guerre totale. Les belligérants se jettent alors dans une fuite en avant dans laquelle ils engagent toutes leurs ressources au risque de s'anéantir. L'empire des Tsars succombe le premier en 1917 du fait de la Révolution. Les empires allemand et austro-hongrois se dissolvent dans la défaite de novembre 1918. Quant à la France, elle ne sera jamais plus cette riche nation qui rayonnait à la belle époque, adossée à un large empire colonial. Dévasté par 4 années de guerre, c'est un pays totalement ruiné. L'Angleterre fait encore illusion, mais derrière ce qui n'est plus qu'une façade, se cache l'inéluctable. Son empire se délite. Ses dominions deviennent autonomes et l'Inde s'enfonce dans une spirale de violence qui conduira à l'indépendance. Cette disparition de 5 empires européens aura des conséquences majeures sur l'équilibre mondial. Elle se traduira par le traité de Versailles et l'instabilité qui s'ensuivra avec, à la clé, un deuxième conflit de dimension planétaire encore plus meurtrier et dévastateur.